Prime Minister is about to hold the second emergency Cobra meeting in 2 days after another night of violence. C'est la guerre en Angleterre. Depuis plusieurs jours, la Grande-Bretagne connaît de violentes émeutes dans ses rues. La raison ? 3 petites filles ont été tuées au couteau à Southport quelques jours plus tôt. Elles avaient 6, 7 et 9 ans. Le tueur, Axel Rudakubana, est un Gallois d'origine rwandaise de 17 ans. Le meurtre met le feu aux poudres et laisse place à des affrontements sans précédent partout sur le Royaume-Uni. Curieusement, la séquence ressemble à ce que la France a connu avec Lola ou Crépol, quand le pouvoir en place et l'espace médiatique ne pointent du doigt que ceux qui réclament l'ordre. On débriefe tout, les fake news et le deux poids deux mesures. Salut Amaury, merci d'être chez nous. T'es rédacteur en chef pour Valeurs Actuelles, spécialisé dans les sujets de police-justice. On va revenir ensemble sur la situation en Grande-Bretagne. Avant de parler de l'emballement médiatique, des affrontements, etc., on va revenir aux faits. Qu'est-ce qu'on sait de cet assaillant de 17 ans ? Alors, tout a commencé le 29 juillet à Southport, donc, qui est une localité au nord de Liverpool, où un adolescent donc, de 17 ans a attaqué des fillettes, en a tué 3 et blessé une dizaine d'autres. Ce que l'on sait sur lui, c'est qu'il a 17 ans, donc il est né à Cardiff, au Pays de Galles, donc il est britannique, d'ascendance rwandaise. C'est à peu près tout ce que l'on sait, puisque les autorités n'ont pas vraiment fait preuve d'une grande transparence dès le début de cette affaire, et ce qui a d'ailleurs alimenté la grande défiance et en partie les violences qui ont suivi. Oui, parce que ce qui lance un petit peu les hostilités et ce climat de chaos, c'est quelques fake news qui mettent le feu aux poudres. Au départ, qu'est-ce qui se passe ? L'opinion publique anglaise pense qu'il s'agit d'un demandeur d'asile. Oui, très rapidement, circule sur les réseaux sociaux notamment une série de fausses informations concernant notamment le profil du suspect qui est présenté comme s'appelant à tort Ali Al-Shakati et qui serait un demandeur d'asile musulman arrivé en bateau dans le pays l'année passée et même sur liste de surveillance du MI6 qui est le service de renseignement extérieur. Évidemment, tout cela est faux et tout cela a alimenté en plus de l'opacité des autorités, évidemment, la série de violences qui ont éclaté dans les heures et les jours suivants. Ces fausses informations, on sait qui les a partagées sur le net ou c'est quelque chose d'un peu opaque Alors, c'est un pseudo-site d'information visiblement basé aux États-Unis. Tout ça n'est pas très clair, mais en tout cas, ça a été repris par des militants très clairement identifiés à l'extrême droite au début de cette affaire. Et puis ensuite, ça a essaimé plus largement dans l'opinion. Alors, c'est une affaire qui, comment dire, est peut-être étouffée en France parce qu'il y a les Jeux Olympiques et donc on n'en parle pas, mais on en parle assez peu. Est-ce que c'est un événement, bien sûr plus tragique, mais comparable à ce qui s'est passé par exemple à Crépol en termes de réaction, en termes dans ce que ça provoque en Grande-Bretagne ? Oui, comme à Crépol, on a vu une bonne partie de l'opinion en France comme en Grande-Bretagne, en effet, s'élever et dénoncer les conséquences délétères d'une immigration massive et incontrôlée. Et c'est très profondément ce qui apparaît, ce qui transparaît dans ce mouvement de colère, dans ces manifestations, dans ces émeutes depuis plus d'une semaine en Grande-Bretagne. Parce que où en est la Grande-Bretagne par rapport à la France ? Est-ce que le sujet de l'insécurité est encore plus pesant que ne peut l'être en France, et dans le débat et dans les faits ? Alors, l'insécurité, elle reste à un niveau à peu près commun depuis des années en Grande-Bretagne. Comme en France, on est à un niveau relativement élevé. Il n'y a pas d'aggravation massive de la sécurité en Grande-Bretagne. En revanche, il y a eu un afflux massif d'immigration, à la fois légale et illégale en Grande-Bretagne depuis près de 20 ans, où l'afflux a explosé notamment au cours des 10 dernières années. Et on en mesure évidemment les conséquences aujourd'hui. On va parler du traitement médiatique. Comment est-ce qu'en Angleterre, on traite cette actualité ? Je fais le parallèle avec Crépol parce qu'on a le sentiment depuis la France qu'on parle davantage des débordements, enfin ce ne sont pas des débordements mais des échauffourées plus que de l'élément déclencheur. Tu as tout à fait raison. D'abord, on oublie que l'élément déclencheur qui a mis le feu aux poudres, c'est d'abord le meurtre abominable de ces 3 fillettes. Et puis ensuite, on a vu se déployer en Grande-Bretagne une désinformation assez massive de la part des médias britanniques, reprenant d'ailleurs les déclarations des autorités britanniques, de la police et même du gouvernement. Et tout cela s'est répercuté inévitablement en France. On a vu la quasi-totalité des grands médias français reprendre le narratif
et il nous expliquant que tout cela était en été de la faute de l'extrême droite, tout cela se résumait à l'extrême droite, alors qu'évidemment que non, puisque on a vu très rapidement dans les jours qui ont suivi ce meurtre, ce mouvement de colère essaimer dans une bonne partie de l'opinion. D'abord, les manifestations n'étaient pas toutes violentes, et puis beaucoup de ceux qui ont manifesté appartenaient et appartiennent toujours aujourd'hui à des couches populaires, à des couches ouvrières plutôt blanches, notamment dans les bastions du nord de l'Angleterre, des bastions travaillistes et historiquement de gauche. Donc on a un narratif là qui est évidemment totalement différent de la réalité observée sur le terrain. Parce que les manifestations s'étendent sur toute la Grande-Bretagne ou c'est zoomé sur quelques grandes villes? Alors au début, juste après le meurtre, c'est à Southport très localement que les premières manifestations et violences ont eu lieu, où on a vu très clairement des partisans d'extrême droite s'attaquer notamment à une mosquée et puis attaquer les forces de l'ordre. Plus d'une 50aine ont été blessés. Et puis après, on a vu le mouvement essaimer dans tout le pays, notamment dans le nord du pays, donc cette région historiquement de gauche. Manifestations pacifiques, beaucoup, d'autres évidemment émaillées, on l'a très clairement vu, de violences à la fois d'ailleurs commises par des partisans plutôt de droite, nationalistes très clairement, eux se disent patriotes mais nationalistes. Et puis en face, on a aussi vu, et ça a été très clairement caché, ça continue à l'être par les médias, par des antiracistes entre guillemets, et puis même des milices islamistes que l'on a vues habillées de noir, pour certains masqués, cagoulés, armés de battes ou de bâtons, et qui se sont laissés aller à des chasses à l'homme et même à des lynchages en pleine rue, des images que l'on a aussi vues dans l'autre camp. Mais on a eu peine à voir dans les médias britanniques et évidemment dans les médias français ces images-là. C'est pour ça que quand on parle de désinformation, on parle de tout ce que la presse britannique ne dit pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un déni de la sorte? Est-ce que c'est parce que globalement, l'opinion, l'espace médiatique, l'espace politique, peut-être depuis l'arrivée de ce nouveau Premier ministre en Grande-Bretagne, est particulièrement de gauche, particulièrement immigrationniste? Qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de ces affrontements entre communautés, et comme tu viens de dire, d'islamistes qui s'engagent dans des chasses à l'homme? Alors d'abord parce que le gouvernement, par la voix de son nouveau Premier ministre travailliste, Keir Starmer, a très clairement expliqué que tout cela était la faute de l'extrême droite, entre guillemets, qu'ils étaient les seuls responsables. Évidemment, aucun mot sur les opposants qui bastonnent aussi. Et puis les médias qui, prudents, probablement par politiquement correct, qui n'ont peut-être pas envie de voir l'échec, le fiasco évident, patent du modèle multiculturel britannique. C'est aussi les médias britanniques qui pendant des années ont tué et caché la réalité de ces viols massifs, collectifs, visant des milliers de jeunes filles britanniques, notamment issues de la classe ouvrière blanche, et commis en très grande partie par des gangs indo-pakistanais pendant plusieurs décennies. Tout cela a été caché évidemment par les autorités, par la police, par les services sociaux et même par une bonne partie des médias avant que le scandale n'éclate il y a quelques années. Je crois que c'était notamment en 2018. Il y a eu l'affaire de Telford où je m'étais d'ailleurs rendu, où j'avais rédigé à l'époque un papier pour Valeurs Actuelles. Telford, c'est tout près de Birmingham, une ville dont la moitié de la population est d'origine immigrée et dont un quart des habitants sont musulmans. Et qui fait partie de ces villes, la deuxième ville du pays, qui sont totalement gangrenées par le communautarisme et l'islamisation, et qui explique aujourd'hui ce mouvement profond de colère d'une grande partie du peuple britannique. Et toi qui es régulièrement sur les plateaux, sur CNews, etc., là on a parlé du traitement médiatique britannique, donc qui se focalise essentiellement sur ces violences d'extrême droite et met de côté les affrontements globaux. Toi qui es sur CNews régulièrement, comment tu perçois le traitement médiatique français de cette histoire? Est-ce qu'on essaie de pas en parler? Est-ce qu'on a pareil un récit assez simple de l'histoire? Oui, totalement partisan. C'est même pire encore que la presse britannique, qui est quand même réputée beaucoup plus libre que la nôtre. C'est absolument, moi je ne vois quasiment aucune référence dans les articles qui sont produits sur les violences, notamment de ces milices islamistes, dont les vidéos pourtant circulent sur les réseaux sociaux depuis des jours, tout le monde peut les voir.
Donc il y a un narratif totalement partisan et qui explique en grande partie la désinformation, mais tout à fait volontaire. Il y a la volonté de ne pas montrer la réalité. Et tout cela, et c'est ça le pire, c'est que ça ajoute du déni au déni. Quand le Keir Starmer va à la télé et nous explique que tout ça est de la faute de l'extrême droite, c'est-à-dire qu'il s'enfonce dans le déni et il ajoute à la colère du peuple britannique qui depuis des années souffre en silence et qui exprime là sa colère. Alors ce qui couve aussi un petit peu en Grande-Bretagne, donc c'est cette politique immigrationniste qui clive particulièrement, et il y a eu cette couverture du Times qui a annoncé que le gouvernement britannique allait répartir les migrants sur le territoire. Est-ce que c'est... qu'est-ce que ça va donner derrière en termes d'atmosphère en Grande-Bretagne? C'est très clairement jeter de l'huile sur le feu. C'est en effet une information qui a été rapportée par le Times de Londres il y a 2 jours et qui nous explique que le gouvernement travailliste s'apprête à lancer un vaste plan massif de répartition des migrants dans tout le pays. Alors pour l'instant, migrants et demandeurs d'asile qui sont pour l'instant hébergés essentiellement sur des bases militaires. Et l'idée est de les répartir dans tout le pays pour soulager les localités en question et pouvoir répartir finalement le problème, comme en France. Et tout ça malgré les manifestations, malgré les violences, malgré les émeutes, qui sont justement là pour lancer un cri d'alerte populaire au gouvernement, au pouvoir britannique, pour lui dire arrêtez, stop, il faut en finir avec cette immigration massive et incontrôlée qui est en train de mettre en danger l'identité du pays depuis près de 30 ans. En Grande-Bretagne, l'opinion publique est majoritairement, comme en France, à demander de l'ordre sur la question migratoire. Il y a un sondage qui a été réalisé il y a quelques mois au cours des législatives et qui montrait que 69% des Britanniques étaient mécontents de la politique migratoire du pays. Donc il est évident qu'aujourd'hui, cette colère qui s'exprime dans la rue, elle est ressentie très profondément par une majorité de Britanniques aujourd'hui. Et les différents gouvernements britanniques qui se sont succédés ont eu des positions différentes ou assez constantes sur ce sujet. Par exemple, Rishi Sunak, qui est resté 1 an, 2 ans presque au pouvoir, qui a été, lui, sa position sur cette question. Alors Rishi Sunak, c'est en effet l'ancien Premier ministre conservateur, mais qui a une vision très globaliste des choses et qui en réalité n'a fait que poursuivre en pratique cette politique immigrationniste. Depuis près de 30 ans, se sont succédés des gouvernements conservateurs et travaillistes. Évidemment, les travaillistes étant les pires. Il faut quand même se souvenir de comment ce parti a sombré pendant des années sous la présidence de Jeremy Corbyn notamment, qui est cette figure de l'extrême gauche anglaise, qui est un antisémite notoire, ami du Hamas. C'est même lui avec qui la France insoumise s'est affichée pendant les législatives de 2022. Et qui, lui, a sombré avec son parti dans le clientélisme islamo-gauchiste. Alors heureusement, Keir Starmer, qui aujourd'hui est Premier ministre, l'a expulsé du parti, a nettoyé le parti. Mais enfin, ça en dit quand même long sur la dérive idéologique d'une partie de la gauche britannique et surtout sur l'inaction en face du parti conservateur. Ce fameux plan de répartition des migrants, il a été initié, il a été pensé d'abord par le gouvernement de Rishi Sunak et il sera visiblement, si c'est bien le cas, mis en place par le gouvernement travailliste. Alors il y a un parallèle à faire avec la France, et ce sera ma question de fin, puisque Emmanuel Macron a déjà évoqué cette question de la répartition des migrants. On ne sait pas encore réellement où ça en est, mais est-ce que la Grande-Bretagne a 10 ans ou 5 ans d'avance sur la France? On a parlé de Crépol tout à l'heure, mais sur cette fracture encore plus importante entre les populations issues de l'immigration et ceux qui ne le sont pas. En Grande-Bretagne comme en France, et comme d'ailleurs dans beaucoup de pays en Europe, le nord de l'Europe, l'Italie, l'Allemagne, on observe depuis des années des ruptures identitaires où les populations, une grande partie de l'opinion s'élèvent contre cette immigration massive et incontrôlée subie depuis des décennies. Alors la Grande-Bretagne, c'est le fiasco là, à travers ces images de violence, évidemment du modèle communautariste. Ils nous ont expliqué depuis des années que ce modèle-là, justement, les préservait de ces violences. Évidemment, c'est tout le contraire qu'il se passe. En France, on nous explique aussi que notre modèle assimilationniste nous protège, que la laïcité nous protège.
sauf qu'on le voit bien, ça fait des années que la laïcité, elle est battue en brèche, à l'école notamment, mais pas seulement. L'immigration massive, on l'a subie aussi, et quand vous y ajoutez en plus la repentance systématique de nous, Français, vis-à-vis de notre histoire, de nos valeurs, on fait tout pour alimenter, pour jeter de l'huile sur le feu et alimenter ce fossé identitaire entre les nouveaux arrivés, les derniers arrivés, et puis ceux qui sont là depuis des siècles. Et alors, je reviens quand même, j'ai encore une question, mais quelque chose qui participe aussi à ce climat de chaos en Grande-Bretagne, c'est la réponse du gouvernement britannique vis-à-vis des populations, vis-à-vis des manifestations de patriotes, etc., vis-à-vis de cette colère. Je veux dire, il y a des moyens déployés pour je crois qu'il y a eu 500 places de prison ouvertes, etc. Il y a un deux poids, deux mesures qui ne peut que participer à cette colère auprès des populations britanniques. Absolument. C'est un deux poids, deux mesures affiché, à accuser uniquement l'extrême droite, à déployer des moyens massifs, à enfermer à tour de bras. Alors évidemment, ceux qui ont commis des violences, il faut les arrêter, les interpeller, les condamner. Évidemment, il faut que la réponse pénale des policiers soit ferme, mais il faut aller au-delà, il faut analyser les causes du problème, les racines du problème. Si on se contente de régler le problème en enfermant les violents sans voir quelles sont les causes profondes, quelles sont les racines profondes de ce malaise, de ce mal-être, de cette colère populaire, on se prépare des lendemains qui déchantent et des violences et le chaos et au pire, comme certains le redoutent, la guerre civile.